Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient toujours à cœur à faire à cette période de l'année. Et j'en profite toujours pour remettre un petit peu en avant nos chères autrices qui sont souvent oubliées de la littérature, du moins énormément oubliées dans la fantasy, dans le fantastique et notamment dans le fantastique fantasy adulte. Je vous l'avais déjà expliqué, mais malheureusement, l'étiquette d'autrice en France, notamment dans l'imaginaire, est très liée à la jeunesse ou maintenant, depuis la dernière fois, à la romantaisie. C'est quelque chose que je vis au plan personnel, que j'ai vécu avec mes autrices sur les salons, c'est-à-dire que souvent les gens vont partir du principe que quand on est une femme, on écrit de la jeunesse, de la young adulte et maintenant de la romance. Voilà, on ne peut pas écrire autre chose. Non, en tant qu'autrice, on peut écrire sur des sujets autres que la romance ou les enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les autrices qu'on apparente plus à de la fantaisie à maman, c'est-à-dire des autrices qui sont des femmes qui ont écrit entre les années 60 et les années 90, voire 2000 max. C'est pour moi hyper important parce qu'on parle souvent du terme fantaisie à papa pour parler des classiques de l'imaginaire. La fantaisie à papa, alors c'est un terme souvent qu'on me reproche, mais c'est un terme qui est admis dans l'étude de la fantaisie. Ce sont donc tout ce qui est un peu héritage, pas tolkienien, mais tout ce qui est Belgériade, Gemmel, voilà, toute cette fantaisie très masculine, écrite par des hommes, pour des hommes. Et vous allez voir que la fantaisie à maman est écrite par des femmes dans un milieu éditorial où elles n'avaient quasi vous suivez un homme qui a été repêché en mer et qui raconte son histoire à un capitaine parce que celui-ci est à la recherche d'une créature qu'il a lui-même créée et qui cause que des méfaits autour de lui. C'est une histoire tragique d'un scientifique qui crée un monstre et ce monstre va lui échapper et qui est le monstre entre les deux, c'est la grande question, et va commettre des actes qui sont terribles et va poser énormément de questions sur l'homme, l'humanité et c'est un texte qui est très dur sur ce que ça raconte mais qui est aussi très différent du oh mon dieu il est vivant, c'est très loin, c'est beaucoup plus psychologique, c'est plus dans la narration, dans l'histoire avec des intrigues et des scènes qui sont très marquantes, mais aussi mettre en avant des saisons. Vous avez un jeune écureuil chenapan qui n'a pas fait assez de réserve de noisettes et qui va devoir partir à la recherche d'une cachette qui risque de lui poser problème lorsque un grand carnassier commence à tourner autour. Donc là, on est sur l'automne et pour le printemps, vous suivez une belle Hermine pleine de grâce qui se fait abandonner de ses courtisans et de ses galants et qui va devoir apprendre à vivre seule, à vivre avec ses angoisses et surtout à dépasser le regard des autres dans L'Hermine et le roi des éphémères. Donc c'est un album fabriqué en France totalement, écrit par H. Poindal et illustré par Yaril et on a besoin de votre aide pour financer sa publication. Je vous mets le petit lien en barre d'infos et je remercie encore tous les gens qui partagent et qui mettent en avant cette campagne Ulule parce que ce sont des albums fabriqués en France, donc c'est extrêmement cher à produire et sans vous, on ne pourrait pas produire ce genre de magnifique album. C'est une suite indépendante à La Forêt aux fleurs d'or, voilà, qui est un magnifique album aussi illustré chez les Trois Nornes, où vous avez notamment des illustrations en double page, et ça sera toujours le cas. Il y a plus de 10 illustrations dans le texte. Et bah, on commence. Quand on pense à imaginaire, il y a une autrice qui un peu balaie tout le monde, fait de sa jeunesse quand elle a écrit ce texte-ci, du contexte, parce qu'elle a écrit ce texte-ci, il me semble, lors des soirées un petit peu horrifiques, et son texte a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il me semble qu'il y a même une adaptation sur Netflix qui va sortir à la fin de l'année. C'est Mary Shelley avec Frankenstein. Alors Frankenstein est plus associé à de la science-fiction, voilà, mais Mary Shelley, elle avait 17 ans quand elle a écrit ce texte-ci. Pourquoi? Parce que c'est un texte, les adaptations que vous avez eues au cinéma sont des adaptations très larges, voilà, c'est vraiment, parfois ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire de base, on reprend juste le concept du monstre, mais c'est une histoire hyper intéressante sur la science, sur les débordements scientifiques, la vengeance et l'humanité.
Qui prend pour parti de partir de la version originale de Mary Shelley parce que la première publication n'a pas forcément été un très gros succès, ça a été vendu en quelques exemplaires, et elle a retravaillé son texte après, elle a fait des modifications pour que ça soit un peu plus acceptable de son époque. Là, on est sur le texte le plus proche de la Mary Shelley des 17 ans, de ce qu'elle voulait vraiment dire sans la censure de son époque, et c'est d'autant plus intéressant, c'est de se dire que c'est une gamine de 17 ans de cette époque-ci qui a réussi à pondre un chef-d'œuvre comme ça, qui pose vraiment les bases un peu de la science-fiction aussi, et qui est un bouleversement majeur de la littérature, et qui risque de vous brusquer un petit peu, parce que c'est un texte qui est extrêmement cruel, et qui est très différent moi de ce que j'avais pu voir dans les adaptations. Et moi, Frankenstein, c'est un texte que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est dommage que les gens ne le lisent pas assez, parce que c'est beaucoup moins épique et romancé que les films. C'est beaucoup plus tragique d'une certaine manière, et on est vraiment dans le parcours de Victor Frankenstein et tout ce qu'il a causé et la perte que ça lui a engendré et la cruauté de cette créature qu'on ne sait jamais vraiment si on doit aimer ou détester. On était vraiment sur l'autrice ancienne, mais j'avais vraiment envie de vous parler des fantaisies à maman ici, les autrices majeures quand on parle des années 60, 70, voire 80. Ce sont des autrices extrêmement intéressantes à suivre parce que souvent, ce sont les premières à avoir mis en avant les femmes et avoir décrit des sujets qui n'étaient pas abordés par les auteurs masculins. Parce que la fantaisie à papa, c'est quand même très cliché du héros avec sa prophétie qui doit sauver le monde. Voilà, très épique, très belliqueux. Là, on est sur des récits souvent beaucoup plus psychologiques et beaucoup plus, je trouve, intéressant à lire de nos jours. Si vous entendez des bruits de plastique extrêmement énervants derrière, c'est Freya qui a décidé de faire chier parce qu'elle supporte pas que je tourne. Elle le fait jamais, ça. Elle le fait uniquement quand je suis devant l'ordinateur, c'est-à-dire qu'elle joue avec la bâche pour que la peinture ne coule pas sur le sol. C'est un plaisir, voilà. Puis elle la déchire et tout. Merci Freya pour ta contribution. Pour moi, il y a un petit peu un trio d'or dans ces femmes-là. C'est des femmes qui ont écrit dans les années 60 et qui étaient déjà très engagées sur les questions d'écologie et de représentation. Alors, quand on pense à grande autrice de l'imaginaire des années 60, Ursula Le Guin, Terre-Mère, voilà, il faut lire. J'ai lu que les 2 premiers textes d'Ursula Le Guin. J'ai lu un autre titre aussi d'elle que j'avais un petit peu moins aimé. Mais Terre-Mère, moi, je l'ai lu il y a quelques années et ça a été un petit peu une claque parce que c'est des textes qu'il faut remettre dans son contexte, hein, comme tous les vieux textes d'imaginaire. Mais j'ai été quand même très surprise par ce que ça racontait, comment ça racontait et ce que ça dénonçait. Donc dans ce volume-ci, on a les 3 premiers titres. Et Terre-Mère, c'est l'histoire donc du jeune Ged qui, de simple gardien, va devenir le plus grand sorcier, le plus grand magicien de son pays. Et donc voilà, il va travailler avec les créatures. Il y a plusieurs îles et lui va devoir subir des épreuves pour obtenir un peu ce statut. Donc c'est une sorte de roman initiatique, hein. Alors très classique dans ce que ça raconte. Un jeune garçon qui va avoir un destin extraordinaire. Là, ce qui est hyper intéressant dans Terre-Mère, déjà, c'est l'univers qui a un côté très doux, très cosy, très différent de ce qu'on peut lire de l'époque, hein, voilà, ou très belliqueux, ce genre de choses. Là, c'est un récit de formation. Et moi, ce qui m'avait plu dans Terre-Mère, au-delà de la plume et de ce que ça raconte, ce sont les petits points soulignés par l'autrice de féminisme. Pour tout vous dire, c'est le seul livre d'imaginaire où j'ai lu que le personnage, donc c'est un petit garçon, donc on suit un personnage masculin, va faire la vaisselle sans qu'on lui demande de le faire. Voilà, c'est un homme qui a été en plus, je crois, élevé par des femmes dans le texte et qui est très dans le respect d'autrui, notamment le respect des femmes. On est très très loin du cliché du jeune garçon qui va devenir un homme très viril et qui va être là pour enchaîner les conquêtes ou sauver la femme désirée. Là, non, c'est vraiment du genre, quand il y a la scène de la cuisine, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, le mec fait la vaisselle, quoi. On est où, là? Et Terre-Mère, c'est un mélange d'enchantement et quand même de choses assez cruelles dans le texte, mais de construction d'un garçon, mais d'une construction d'un homme sain aujourd'hui. Plutôt un livre qui met en avant des figures très viriles et ce genre de choses. Là, on est plus tourné vers la magie, le respect et l'ode à la nature. Parce que
un des points qu'on retrouve souvent chez ce trio de femmes qui ont été les mamans de l'imaginaire pour moi, c'est les femmes et l'écologie. Parce que ce texte-ci de Terre-Mère, c'est le respect de la nature. Il va protéger les créatures, le monde dans lequel il vit, de forces maléfiques qui risquent de renverser les choses. Alors, en imaginaire, et vous verrez que ce sera le thème d'une vidéo qui sort dans 15 jours, mais l'écologie est un thème central qui était déjà présent chez Tolkien. Mais là, la poésie fait que la beauté de la nature et la beauté des personnages intérieurs fait que ça rend un univers extrêmement doux. Et quand on pense à Cozy Fantasy, moi je pense à Ursula Le Guin avec Terre-Mère, qui peut être très bien lu à l'adolescence sans problème et qui est un livre avec de très belles valeurs. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler pour ça. Et une autre femme qui a écrit en plus à la même période, elle a écrit un énorme cycle qui est tellement important que ça a inspiré une des œuvres qui a été adaptée au cinéma. Alors, pas très très bien adaptée, il y a une réadaptation prévue en cours, mais c'est la Ballade de Pern. Sans la Ballade de Pern, vous n'auriez pas eu Eragon. Voilà, parce que Eragon est pompe totalement la Ballade de Pern sur beaucoup de points, et surtout, elle reprend même des noms de personnages. Alors, la Ballade de Pern de Anne McCree, c'est une série un peu particulière parce que l'édition, attention, est une édition chronologique et pas une édition d'ordre de publication. Ce qui fait que là, on suit vraiment la chronologie de l'histoire et pas la chronologie de la publication. Donc, les 2 premiers tomes sont loin d'être les plus intéressants parce que c'est pas forcément le cœur du récit et on est plus sur c'est un récit qui va mélanger science-fiction et fantasy. Voilà, parce que au début, vous suivez donc des humains qui vont aller coloniser une terre, qui a des créatures et des dragons qui vont apprivoiser et étudier et transformer. Donc c'est beaucoup plus SF dans ces premiers tomes, mais l'univers de la Ballade de Pern est surtout un univers de medieval fantasy où vous suivez des villages qui sont sous terre dans des espèces de rocs là, vraiment sous des montagnes. Et où chaque ville a des problèmes, on va suivre plusieurs points, et notamment le nœud central va suivre autant des cavaliers dragons, donc des monteurs de dragons, que des gens qui pratiquent la musique et qui ont une implication, ou même les intrigues de pouvoir. Et Anne McCree, dans ce texte-ci, moi ce qui m'avait énormément marqué, alors c'est assez classique en termes d'univers, en termes d'histoire, il y a des tomes qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, il y en a qui ont vieilli, mais il faut dire ce qui est, c'est assez impressionnant parce que pareil, ça s'est sorti dans les années 60 il me semble. C'est un texte où déjà les femmes ont énormément de pouvoir. On a des femmes qui règnent, on a des femmes qui sont des monteuses de dragons, qui sont des personnages principaux actifs et qui ne sont pas que des petites midinettes. Alors, il y a quand même des portraits parfois un petit peu sexistes de l'époque, mais il en reste que c'est quand même très différent par rapport à ce qu'on a lu en fantasy à papa. Et surtout, on traite de sujets qui sont extrêmement important, donc au-delà du fait qu'on a des personnages féminins hyper badass, hyper intelligents et qu'on a des vrais portraits de femmes inspirants, on a des questions, donc on reparle de l'écologie, là on parle de la protection des animaux et ce genre de choses, donc on retrouve les mêmes thèmes, ce sont par exemple les violences conjugales. Dans ce texte-ci, moi ça m'avait énormément marqué parce que, je vous rappelle, les années 60, on parle de personnages qui sont malheureuses dans leur couple, qui sont violentés dans leur couple, qui se posent beaucoup de questions. En fait, c'est très psychologique, celui-ci. On travaille beaucoup la psychologie des personnages, les liens entre les personnages, les relations, parfois même un peu plus que l'histoire. Et ce qui cause en fait des questions. Voilà, et ce qui pose des questions et ce qui fait réfléchir. Et c'est assez novateur pour l'époque. Et on parle même des violences dans le texte parce qu'il y a un grand méchant dans le texte qui va prendre des femmes de force, va avoir des mariages forcés et on va suivre certains personnages. Et moi, ça m'avait vraiment marqué dans le texte de voir qu'on insiste beaucoup là-dessus. On insiste aussi beaucoup sur le fait que les femmes sont des personnes indépendantes qui ne doivent pas dépendre de leur mari. Voilà, il y a des messages très féministes pour l'époque. Il y a des messages aussi où on a des femmes scientifiques, où on a des femmes régnantes et des femmes qui sont beaucoup qualifiées. On a des personnages féminins qui sont des personnages aussi nuancés, il n'y a pas que des personnages négatifs, et où les hommes ne sont pas des clichés masculinistes. Je m'explique, on a des hommes qui sont capables d'exprimer leurs sentiments dans les textes, qui sont capables de rentrer dans des rôles dans lesquels on les voit assez peu, c'est-à-dire des rôles hors guerrier. On va avoir notamment des personnages les plus importants de cet univers, c'est un
un musicien d'une certaine manière, qui va avoir un rôle prédéterminant. Lui, il ne brille pas aux yeux des autres pour ses pouvoirs guerriers, mais il brille parce que c'est un maître digne de son art et qui s'exprime, qui est doux. On a beaucoup de personnages doux aussi masculins, autant qu'on a des figures masculines très violentes. En fait, il y a un melting pot de personnages qui sont assez différents et qui traitent de relations sociales, qui fait que c'est un texte qui est quand même très différent de ce que j'ai pu lire et qu'on peut faire aussi des liens avec Ursula Le Guin, parce que les relations entre les personnages et la psychologie des personnages, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant. Et nous, en tant que lecteurs modernes, ce sont des questions qui sont beaucoup plus modernes. Voilà, c'est des choses où on se dit, c'est des textes, à part certains points, parce que le style est vieillissant, la plume est une plume beaucoup plus riche que ce qu'on peut lire actuellement en édition. C'est des textes qui étaient hyper novateurs pour l'époque, et parfois je suis même, j'étais même très surprise qu'on ait ce genre de truc et dit de cette manière-là, sans concession. Et ce qui fait que je suis très admirative en général de ces femmes-là, d'avoir pris position autant et d'avoir évolué dans un milieu éditorial extrêmement masculin, à une époque où l'imaginaire était lu quasiment que par des hommes. Voilà, il y a ça aussi à mettre en avant. C'est-à-dire que ces textes-là, elles savaient très bien qu'elles allaient surtout s'adresser à des hommes, parce que la fantasy n'était pas forcément adressée aux femmes, marketingment parlant, et même socialement parlant. Voilà, les pulps étaient déjà très mal vus aux États-Unis. Alors vous imaginez des femmes lire des pulps, les hommes qui lisaient des pulps étaient vus comme des gens particuliers. Vous imaginez la galère, voilà. Et dans ce trio d'or, il y a une autre autrice que j'aime beaucoup. Vous allez avoir pas mal de choses qui sont disponibles chez Nemos après, parce que il y a chez cet éditeur cette volonté de remettre en avant des vieux textes, et c'est ce que j'apprécie chez eux, contrairement à d'autres éditeurs qui ont tendance à remettre en avant que des auteurs masculins. Eux, il y a vraiment un parti pris de remettre les femmes en avant, et c'est vraiment hyper intéressant, parce que je vous dis, ça apporte quelque chose dans notre rapport à l'imaginaire, et ça casse aussi le truc de la fantasy, c'était écrit que par des hommes. Effectivement, la majorité était écrite par des hommes, mais il y avait des femmes qui étaient présentes, et ce sont des textes qui ont eu du succès aux États-Unis et qui ont une implication aussi sur l'imaginaire, et les autrices d'aujourd'hui ne seraient sûrement pas là si ces femmes-là n'avaient pas écrit à l'époque. C'est Witchworld de donc André Norton. Pareil, c'est les années 60-70. Alors c'est aussi une très grande saga en français. Vous avez 2 cycles qui sont traduits, donc il y a 3 tomes, il me semble, par chaque cycle. Et donc c'est le cycle de Simon Trigarth. Witchworld, c'est un isekai. Alors moi je déteste ça à la base, mais c'est le principe d'un héros qui va aller dans un autre monde. Vous suivez Simon, qui est un soldat pourchassé, qui va basculer grâce, je vous laisse découvrir, un moyen dans un monde qui s'apparente plus à de la médiévale fantasy. Et quand il va basculer dans ce monde, il va rencontrer une sorcière qui est pourchassée. Et ils vont fuir tous les deux, et il va vite se rendre compte que la société de cette femme est une matriarchie. Souvent c'est le cas. C'est le cas aussi dans la balade de Perne, parfois il y a des matriarchies. Et vous allez donc suivre cet homme qui va tomber éperdument amoureux de cette femme parce qu'elle est extrêmement belle, puissante. Alors c'est des modèles très glorifiés, voilà, qui sont plus très, cohérents avec notre époque. C'est un des textes qui a mis en avant en premier le portrait de femme puissante et forte. Cette matriarchie va l'accueillir, va devenir un soldat, et donc il y a plein de complots politiques, plein de renversements, et dans la suite vous suivez leurs enfants. Ce qui est hyper intéressant avec André Norton, c'est que c'est de la fantasy, mais avec des inspirations. C'est un texte où moi je me dis, des fois ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Il y a du steampunk. Les créatures qui sont inventées ne sont pas du tout des créatures inspirées tolkieniennes. Ce sont beaucoup de créatures qui sont des mélanges d'humains et d'animaux. Voilà, on a des espèces d'hommes crapauds, des espèces de créatures qui s'apparentent à des chevaux, mais pas vraiment. Tout un bestiaire aussi très médiéval, la plume, et vraiment il y a un style là-dedans. Et ces femmes qui sont vues comme des sorcières et qui sont très mal jugées par certains peuples, chassées et en même temps très glorifiées. Voilà, il y a des soldats hommes qui combattent pour elles, mais elles sont puissantes, elles seules peuvent maîtriser la magie, et c'est un coup et ce genre de choses. Et ce sont des nanas qui sont hyper intelligentes, qui sont des chefs de guerre, qui savent se battre, qui règnent et qui sont badass, si je peux mettre un petit mot là-dessus. Et Simon, il se retrouve au milieu de tout ça en disant, faut que je survive, et il faut que j'essaye de serrer aussi cette femme avec, ah oui, je vous ai oublié de vous dire un élément important, parce que quand même un côté un petit peu romantique dans le texte, et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément le nœud du récit, mais notre sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle, oui c'est Jaelith, c'est l'amour de sa vie, mais il ne peut pas avoir des relations avec elle, parce que les sorcières, pour pouvoir garder leur pouvoir, doivent rester
pur. Voilà, il y a tout ce truc de la question du sacrifice et tout. Et voilà, il y a aussi de la tension et tout. En fait, quand je le lis, je trouve que, je sais pas si Goodkind a lu ou pas cette autrice-ci, mais je trouve qu'il y a un petit côté inquisitrice un peu dans cet univers-là, dans le fait que amour impossible, je peux pas vraiment te toucher, voilà, il y a un truc là-dedans. C'est une œuvre romantique, épique, et moi j'ai beaucoup aimé c'est ce truc un peu old school, mais ces créatures qui sont très différentes, voilà, il y a vraiment c'est très différent. Et mine de rien, dans les autres textes, alors là je vous parle du cycle voilà, principal, mais dans le second texte, on va quand même parler de manipulation et de pervers narcissique. Et t'es en mode, waouh, déjà à l'époque on abordait ce genre de questions, mais on parle vraiment de portraits, voilà. Alors les hommes sont des hommes très virils, très combatifs, voilà, ils sont à la hauteur de ces femmes guerrières, mais en même temps ils sont assez respectueux pour la plupart. Hein. Simon c'est quelqu'un qui respecte énormément sa femme et qui la met vraiment en avant. Alors il essaye toujours de tirer la couverture à lui parce que voilà, c'est le héros de l'histoire, mais il a beau l'avoir sauvé, c'est un personnage qui peut se débrouiller toute seule quand même. Et c'est un texte alors qui a beaucoup vieilli sur pas mal de questions aussi, mais à l'époque je me rends bien compte que ça devait être une telle claque de lire ça et de se dire, même en tant que lecteur, de se dire j'ai jamais lu un truc comme ça quoi. C'est sorti en 63 hein. Et je crois que si je dis pas de bêtises, Terre-Mère ça doit être 68 la première édition. Ça, c'est les années 80, mais comme c'est pas par ordre chronologique, je crois que c'est aussi les années 70. 63. Et en 63, on a des femmes surpuissantes, badass, on parle de relations de couple, et même de cette tension où la sorcière ne veut pas renoncer à son statut de femme forte et avec des pouvoirs pour l'amour de sa vie. Voilà, elle est en mode j'ai le droit à ça aussi, pourquoi je devrais consentir à ce sacrifice-là pour toi, tu vois. Il y a toute une question aussi là-dessus, et c'est un univers aussi où, voilà, on va parler du mariage forcé, on va avoir aussi des portraits féminins en fuite et ce genre de choses. C'est un univers qui est aussi très dur avec les femmes, parce que là, quand tu quittes les terres où elles vivent, c'est vraiment pas très très cool quoi. Et c'est un univers que j'aime beaucoup aussi. Et pour l'instant, il n'y a que ces 6 tomes qui sont sortis, donc dans 2 volumes. Robin Hobb, alors Megan Lyndon, l'assassin royal, donc série emblématique des années 90 et qui continue aujourd'hui. Et là, j'avais envie de vous présenter Qui est Vendien. Donc Qui est Vendien, ça a dû sortir dans les années 90, je pense aussi, parce qu'il me semble que c'est avant 83. Et là, on parle de vieux de la vieille. Hein. Voilà, j'étais pas née. Mais Qui est Vendien, donc c'est un intégral qui regroupe donc le travail de Robin Hobb sur la figure de la harpie. Là, vous êtes dans un monde très inspiré de l'Alaska et très inspiré un peu du respect de l'écologie, des créatures. Alors, Qui est Vendien, c'est un texte qui est bon et pas bon à la fois. Je vous laisserai revoir mon avis là-dessus. Mais vous suivez une femme qui fait partie de communautés qui s'apparentent à des communautés un peu de gens du voyage, qui a jamais vraiment été acceptée parce qu'elle est différente et qui va subir le pire, c'est-à-dire elle va perdre son mari et son enfant à la suite d'une attaque de harpie. Elle va être chassée en quelque sorte de la famille de son mari, voilà, parce que c'est une famille où les femmes avaient une certaine place à tenir et elle n'était pas d'accord avec forcément ça. Et elle devient donc une sorte de marchande itinérante. Et sur sa route, elle va rencontrer Vendien, qui est un homme en fuite. Et ils vont voilà, avoir des aventures, notamment avec ce côté marchand. Je dois transférer une marchandise de là à là et on va suivre des aventures avec les harpies. Qui est Vendien, en fait, ce que j'avais beaucoup aimé dans le texte, alors outre l'ambiance très différente, voilà, c'est un univers qui mêle à la fois fantaisie un peu nordique, inuit, et en même temps nordique des peuples de l'Amérique du Nord, tu vois, mais très très au nord, et ce côté fantaisie un peu plus classique, mais en même temps pas classique du tout, parce que les harpies, c'est pas du tout une figure qu'on retrouve très fréquemment, et avec des personnages, que ça soit Vendien qui a un personnage un peu, comment dire, filou, mais avec un grand cœur et très loin de l'image très virile qu'on a pu lire en imaginaire, voilà, c'est beaucoup plus dans les sentiments. Et qui est une femme totalement détruite, et on a aussi ce parcours de veuve, et l'histoire, voilà, on peut se dire, oh, ça va tomber dans une histoire d'amour et tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est beaucoup moins cliché romantique qu'on a l'habitude de lire voilà, dans des œuvres qu'on apparente plus
à des autrices femmes. Et c'est un univers qui est très chouette là-dessus, qui pose la question de la place de la femme dans la société, parce que elle a renoncé à beaucoup de choses, qui pose la question du danger d'être une femme dans une société où, quand t'es une voyageuse seule, ça peut poser des problèmes. Et sur beaucoup de... Il y a des mondes parallèles, mais c'est un personnage vraiment intéressant parce qu'elle est assez froide. Elle, je pense, sortait beaucoup du carcan des personnages féminins de l'époque et qui est prête à prendre des risques plus que le personnage masculin. Et t'as l'impression qu'il y a un peu un renversement des rôles quand même, parfois, sans être tombé dans les clichés. Et c'est un univers qui est très original, qui a beaucoup de longueur et qui a un peu vieilli sur certaines questions. Voilà, il y a 4 tomes à l'intérieur de ce texte-ci. Mais lisez Megan Linden, lisez aussi autre chose que l'Assassin Royal, parce que véritablement, que ça soit Qui est Vendien, Le Peuple des Reines, Le Dieu Sauvage, il y a beaucoup de choses de très intéressantes chez Megan Linden, autres que l'Assassin Royal.